L'entreprise Nicolas Arnaud, dont je suis le président directeur général, compte un effectif de 57 salariés à ce jour et intervient dans deux grands domaines d'activité, la menuiserie intérieur bois dans le bâtiment et l'agencement avec la fabrication et l'installation de mobilier. En qualité de PDG, je suis le garant de la bonne application des mesures en matière de santé, sécurité et conditions de travail au sein de l'entreprise et ma responsabilité peut être recherchée en cas de défaut sur ces sujets. Nous pouvons constater que les différentes actions que nous avons pu mener, entre autres dans notre atelier, permettent aujourd'hui d'apporter de meilleures conditions de travail à nos collaborateurs. C'est un combat de tous les jours afin que la sécurité devienne un réflexe chez nos compagnons. La prévention est perçue positivement par nos compagnons, car ils mesurent les effets en matière de sécurité au travail. Nous les associons autant que possible à nos démarches. J'ai les pouvoirs de choisir, décider, contrôler et sanctionner le cas échéant. Mais pour animer tous ces sujets, nous avons formé une correspondante sécurité au sein de l'entreprise. Pour mettre en œuvre la prévention au sein de l'entreprise, nous travaillons avec des experts tels que l'OPPBTP, la CARSAT, le médecin du travail. Et récemment, par exemple, avec l'OPPBTP, nous avons travaillé sur la réalisation d'un marquage au sol au sein de notre atelier de production. Suivre les évolutions réglementaires et législatives en matière de sécurité est parfois difficile. Avec le concours de ces partenaires externes, nous bénéficions de leur expertise et de leur retour d'expérience sur ces sujets. Le maître d'ouvrage me paraît être un acteur essentiel en matière de prévention. Au même titre qu'un dirigeant dans sa société, il doit impulser les démarches de sécurité sur ces chantiers. Le conseil que je peux donner aux jeunes du BTP est surtout de ne pas se mettre en danger. Dès le début de leur carrière, ils doivent respecter les consignes de sécurité qui leur sont données et se protéger en utilisant les équipements de protection individuels et collectifs mis à leur disposition. Nous sommes missionnés par la maîtrise d'ouvrage pour veiller à ce que les principes généraux de prévention sur les chantiers soient mis en œuvre et respectés. J'interviens sur la totalité du chantier en phase conception pour l'élaboration du PGC, le DIUO de conception, quand on fait des différentes réunions de préparation avec la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, pour l'organisation générale du chantier, prévoir les moyens de prévention qu'on va mettre en place en fonction des activités des entreprises. Puis en phase réalisation, on met en place en fait tout ce qui a été préparé en phase conception. On met à jour le plan général de coordination, on fait le registre journal, on notifie sur le registre journal toutes les remarques qu'on a à faire aux entreprises lors de nos visites de chantier. Et puis pour réceptionner le projet, on remet à la maîtrise d'ouvrage le DIUO permettra aux utilisateurs d'intervenir en sécurité puisqu'on aura travaillé sur les moyens de prévention à mettre en place sur l'entretien futur de l'ouvrage. Les gens de l'entreprise vont faire appel à moi pour améliorer leurs conditions de travail quand ils vont avoir un souci sur le chantier, trop de coactivité, un endroit trop encombré pour pouvoir circuler, ou alors dans des manques dans une base vie, pas de chauffage dans un réfectoire, des choses comme ça. Ils vont nous demander de revoir un peu avec la maîtrise d'œuvre, de taper un peu des points sur la table et ils vont demander à ce que le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre mettent les moyens pour qu'ils aient des conditions de travail favorables et correctes. Nous constatons sur les chantiers que le danger est permanent. Le danger est permanent et l'est peut-être encore plus qu'avant puisque les délais de construction se raccourcissent, donc les cadences augmentent, la coactivité augmente et les risques augmentent. On n'a pas toujours une très bonne image sur les chantiers puisque les compagnies ont l'impression qu'on les ralentit ou qu'on va les ralentir dans leur travail, mais en dialoguant et en leur expliquant un petit peu quel est notre rôle, ils comprennent. Le pouvoir du coordonnateur, c'est le pouvoir que lui donne le maître d'ouvrage. À savoir, le maître d'ouvrage va déterminer jusqu'où on peut aller sur le chantier. Par contre, il est évident qu'en cas de danger grave et imminent, on va arrêter le poste de travail. Le coordonnateur travaille avec l'ensemble des intervenants du chantier. Alors c'est un petit peu particulier parce qu'on n'est pas un organisme de prévention, donc on est plutôt intégrant au chantier. C'est-à-dire que comme on démarre à la conception du projet jusqu'à la fin, on va travailler un peu avec tout le monde, avec le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre. On va être un petit peu l'interface entre ces gens-là et les entreprises qu'on va rencontrer finalement
lors de toutes nos visites ou en CI2SCT quand on est sur un chantier niveau 1. Nous sommes différents et complémentaires des autres préventeurs puisque nous faisons partie du chantier, nous le connaissons. Si je devais donner un conseil aux jeunes du BTP, je leur dirais d'intégrer complètement la sécurité à leur formation, qu'ils s'habituent à travailler en sécurité pour que ça fasse partie de leur mode opératoire, car il est bien plus difficile et on perd bien plus de temps à acquérir la sécurité après le travail. Bonjour, je suis sauveteur secouriste du travail, en fait formée aux premiers secours et sensibilisée à la prévention des risques professionnels. Ça fait maintenant partie intégrante de mon travail. Certains d'entre nous sont identifiés comme chargés d'évacuation en cas d'incendie. Eh bien moi, on me connaît comme secouriste dans mon service. Je suis fière d'être le premier maillon de la chaîne des secours. J'assure la sécurité de mes collègues, en quelque sorte. Je suis devenue SST suite à l'accident grave d'un collègue dû au dysfonctionnement d'une machine. Lors de cet accident, je ne savais pas du tout comment agir. Je me suis sentie complètement démunie. Alors j'ai décidé de suivre une formation de sauveteur secouriste du travail. J'ai appris à intervenir selon un ordre déterminé et à faire des gestes simples mais efficaces pour porter secours. Maintenant, je le suis depuis 6 ans. J'ai trouvé ma formation en contactant le service prévention de la CARSAT de ma région. Il m'a orientée vers les organismes pour me former. Et comme pour toute formation, il faut déposer sa demande auprès de son employeur. Ma formation a duré 12 heures, réparties sur 2 jours. J'apprends à faire face à tous les types d'accidents qui peuvent arriver sur mon lieu de travail. Par exemple, je peux porter secours à une personne qui a une plaie qui saigne ou qui est en train de s'étouffer. Je peux réagir face à une victime qui se plaint de malaise ou qui a une brûlure thermique, chimique, électrique, ou même savoir réagir face à une victime inconsciente. Cette formation m'a permis de connaître les gestes qui sauvent. C'est vraiment utile. Maintenant, je suis plus sensible aux situations dangereuses sur mon lieu de travail. Et je pense que les accidents pourraient souvent être évités. Je pense que tout le monde devrait être SST. Moi, ça me sert au quotidien, au travail comme à la maison. Je m'appelle Maxime Montigny, je suis animateur HSE du groupe DL, dont appartient l'entreprise Perrier. Sa spécialité, c'est le génie civil, donc tout ce qui est ouvrage d'art, pont. Nous avons mis 3 principales actions en place. Tout d'abord, le document unique grâce à l'aide du site Prévention BTP. Deuxièmement, l'animation du CHSCT avec l'accompagnement de M. Brion sur nos chantiers. Et troisièmement, l'accueil des nouveaux arrivants sur nos chantiers avec l'élaboration d'un livret d'accueil. Tous les salariés ont pris conscience qu'une culture sécurité devait se mettre en place dans l'entreprise. Ceci grâce à mon intervention et aussi celle de l'OPP-BTP. L'entreprise Perrier possède 3 délégués du personnel. Ces délégués du personnel nous accompagnent lors des visites CHSCT et nous permet aussi de faire le lien entre ce qui est dit au CHSCT et les chantiers afin que tous nos salariés soient au courant des actions à mettre en place. Les bénéfices économiques que l'on peut réaliser, c'est une réduction des accidents de travail, une diminution du taux d'absentéisme, grâce aussi aux améliorations des conditions de travail des salariés. Les délégués du personnel sont élus dans une grande majorité des entreprises en France. En effet, à partir de 11 salariés, les employeurs sont tenus de faire élire par les salariés leur DP. Dans certaines entreprises, l'employeur souscrit au format électoral de la délégation unique du personnel, communément appelée la DUP. Les DP assurent ainsi le rôle du CE et ou du CHSCT. La mission des DP consiste essentiellement à porter à la connaissance de l'employeur les réclamations et observations des salariés à propos de possibles entraves réglementaires ou discriminations. Si une carence électorale du CE et ou du CHSCT était constatée dans l'entreprise, les DP disposeront de prérogatives supplétives. Ils assumeront des missions normalement réservées à ces instances. Chaque mois, les DP sont réunis pour traiter des demandes portées au registre. Les DP peuvent aussi souhaiter être reçus lors d'une réunion d'urgence ou à l'occasion d'une réunion restreinte. Les membres titulaires disposent d'heures de délégation. De même, la délégation peut compter sur la production d'un local, d'un panneau d'affichage, de moyens d'information pour mener ses missions. La loi ne prévoit pas d'accès obligatoire à la formation des DP. Contrairement au comité d'entreprise, la délégation des DP ne perçoit pas un budget de fonctionnement pour ses activités. Les délégations du personnel profitent d'un statut plus protecteur en matière de modification de leurs conditions de travail. Il en est de même au sujet des sanctions disciplinaires ou de licenciement.
Les délégués du personnel sont souvent victimes du syndrome de Superman, qui consiste à aider le salarié coûte que coûte. Cela conduit souvent à un manque de recul, de neutralité et d'efficacité. Les DP ne sont ni des experts en droit social, ni des avocats. Leur but est d'assurer aux salariés que leurs droits seront respectés. Les DP sont ainsi garants de l'application des obligations de l'employeur. Il arrive qu'un délégué du personnel soit choisi par un salarié pour l'assister lors d'un entretien préalable à une sanction. Il s'agit d'un rôle distinct de celui du DP. L'élu devient alors assistant du salarié. Les DP sont aussi consultés. C'est notamment le cas en matière de congés payés, de reclassement. Les délégués du personnel jouent donc un rôle important au sein des entreprises. Osez vos droits, c'est la combinaison de deux expertises clés dans la réussite des élus. La formation et l'assistance juridique afin d'aider le CE à disposer des bonnes informations. Je m'appelle Juliette Caudrelier, je suis médecin du travail. J'ai commencé mon activité au sein de Pôle Santé Travail sur la fin de mon internat, de novembre 2012 à mai 2013 en tant qu'interne. Puis, donc depuis mai 2013 en tant que médecin du travail, donc initialement sur le centre de Seclin, et puis depuis maintenant 1 an sur le centre d'Armentières à 80%. Vis-à-vis des adhérents, ce qui est important, c'est qu'ils puissent avoir réponse à leurs questions en ce qui concerne la santé au travail. Alors à la fois les visites médicales, ce qui semble primer pour certains, mais également de pouvoir les accompagner dans leur démarche de prévention, d'amélioration de conditions de travail. Et donc pour cela, en général, on travaille en équipe, à la fois avec l'équipe locale et également avec les IPRP comme les toxicologues, ergonomes, éventuellement psychologues du travail. En ce qui concerne les difficultés qu'on pourrait rencontrer, pour ma part, on pourrait plutôt mentionner la périodicité des visites, quelquefois qui est un petit peu problématique, avec les travailleurs de nuit qui sont à voir tous les 6 mois, ce qui est quand même un délai relativement court. Également dans mon secteur d'activité, puisque j'ai beaucoup de salariés du domaine de bâtiments et des travaux publics qui sont régulièrement en surveillance renforcée, donc qui nécessitent aussi une surveillance donc en visite périodique tous les 2 ans, avec un entretien infirmier à 1 an, ce qui donne quand même des gens qu'on voit relativement souvent. Il y a des choses à aller chercher. Ce qui me plaît dans l'activité du médecin du travail, c'est cette diversité, avec à la fois une partie médicale, mais également une partie de terrain, avec les risques qu'on peut rencontrer, une partie aussi de droit, de réglementation, qui n'est pas forcément évidente tous les jours, mais on a la possibilité d'avoir des interlocuteurs et des réponses si on a une question. L'aspect de travail en équipe qui est intéressant pour pouvoir échanger sur les pratiques, pour pouvoir apprendre aussi des autres, de ce qu'ils ont pu rencontrer, que ce soit les autres médecins du travail et que ce soit aussi les IPRP ou l'assistante santé-travail qui aura un autre retour quand elle va en entreprise ou qui abordera les choses différemment. Il y en a une ou deux, c'est clair qu'on va la poser à la main. Ensuite, concernant peut-être plus des vœux ou des idées qui pourraient me passer par la tête ou émerger, ce serait d'accentuer pour certaines grosses entreprises, lors d'un premier contact, de pouvoir aller avec à la fois les personnes qui composent l'équipe locale en santé-travail et également les IPRP en entreprise pour faire une sorte de pré-visite avec la possibilité de faire émerger de la part des toxicologues ou des ergonomes des points qui leur sembleraient sensibles d'un point de vue risque chimique ou ergonomie au travail. De là pourraient découler des démarches de prévention et des axes peut-être prioritaires que l'entreprise n'aurait peut-être pas vus.